Mais non. Faux professeur. Ok, retour au calme. De nos jours, jouer et collectionner des cartes de jeu, ça paraît presque normal. C'est même devenu hype à un moment, au point où certaines boutiques devaient interdire l'achat de cartes aux adultes. À notre époque, les cartes sont devenues un objet de collection comme un autre, avec des prix flirtant parfois avec les centaines de milliers d'euros pour une seule carte. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et maintenant Disney avec l'Orcana, en physique, en virtuel, même dans le métaverse, tout le monde veut sa part du gâteau. Et je parle même pas des gacha games qui en soi ne sont qu'une continuité des jeux de cartes. Mais d'où cela vient? Qui a commencé cette folie qui contaminera des générations entières d'enfants et d'adultes? Laissez-moi vous conter l'histoire du jeu de cartes originel, celui par lequel tout a commencé, Magic. Pour remonter l'histoire de Magic The Gathering, il nous faut remonter dans les années 1990. Qu'est-ce qu'il faut acheter cette année pour Noël? Des jeux vidéo. Période de prospérité créative avec notamment l'essor du jeu vidéo. Partons à la rencontre d'un homme, un mathématicien nommé Richard Garfield. Garfield est né le 26 juin 1963 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Très vite, il se prit de passion pour les jeux de société, notamment avec Donjons et Dragons. Dungeons and Dragons games, products of your imagination. Il créa d'ailleurs son premier jeu à l'âge de 13 ans, ce qui démontre déjà d'une certaine capacité créative. En tant que doctorant en mathématiques, qu'il obtint en 1985, il était fasciné par les concepts de stratégie et de probabilité. Son rêve, créer un jeu qui combinerait la profondeur stratégique des jeux de rôle avec la convivialité des jeux de cartes. Il voulait créer un système où chaque partie serait unique, un jeu aux stratégies infinies qui récompenserait avant tout la créativité. C'est dans cette quête qu'il commença à esquisser des concepts de cartes, mêlant créatures mythiques, sorts puissants et ressources stratégiques. Le créatif s'inspira de Cosmic Encounter, un jeu de société populaire créé en 1977, très similaire à des jeux comme Smash Up pour les connaisseurs, où le joueur incarne une race alien qui essaye de conquérir une partie de l'univers. Mais comme pour toute grande idée, le chemin vers la réalisation ne sera pas facile. Richard Garfield devait convaincre un éditeur de croire en sa vision. Armé de prototypes de cartes et de son enthousiasme débordant, il commença à frapper à la porte de plusieurs éditeurs de jeux. Mais la route était déjà semée d'embûches. En effet, l'industrie des jeux de cartes était dominée par des concepts, disons, plus traditionnels. De nombreux éditeurs voyaient le projet de Garfield comme trop risqué, trop complexe. Les refus s'accumulaient. Mais Garfield ne se laissa pas décourager, croyait fermement en son idée et savait qu'il devait continuer à chercher. C'est alors que notre protagoniste rencontra Peter Atkinson, un homme passionné comme Garfield par les jeux de société. C'était accessoirement le fondateur d'une entreprise qui ne laissera malheureusement pas sa marque dans l'histoire. Je rigole, bien évidemment. Il s'agit de Wizard of the Coast. Si on connaît Wizard pour des jeux comme évidemment Magic ou encore les premières éditions de Pokémon, à l'époque, c'était encore une toute petite structure, créée seulement 3 ans plus tôt, en 1990. Il y aurait beaucoup à dire sur Wizard, donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo sur cette entreprise mythique. Lors de sa première rencontre avec Peter, Richard sut présenter son concept de manière convaincante, illustrant comment chaque carte pouvait interagir de manière unique et comment les joueurs pouvaient réussir à créer des stratégies infinies. Je ne vais pas vous faire un tuto pour jouer à Magic, d'autres le feront certainement bien mieux que moi. Je vous dirai juste que Magic est un jeu basé sur le mana, la ressource principale que vous pourrez dépenser pour invoquer des créatures ou lancer des sorts. Certains de ces sorts, des éphémères, peuvent être lancés à n'importe quel moment. Et ça, c'est important. Ça permet à chaque partie de bénéficier de retournements de situation très forts. Instant attack from Scrambles that is peeled from reality. Fugitive Wizard is literally torn apart from the battleground. Des séances de tests ont été organisées pour peaufiner les règles et équilibrer les cartes. Les retours des joueurs étaient cruciaux pour faire émerger un jeu qui soit non seulement amusant, mais également stratégique et profond. Chaque victoire, chaque défaite, chaque moment partagé contribuait à affiner l'expérience globale.
Le concept était en place. Garfield et Atkinson, main dans la main, allaient bientôt présenter Magic: The Gathering au monde. Une révolution dans le monde des jeux de cartes était en train de prendre forme. This program is brought to you by Magic: The Gathering, the trading card game of strategy and imagination. 1993. Après des années de développement et d'itération, Magic: The Gathering fait son entrée sur le marché, avec la sortie de sa première édition, connue sous le nom d'Alpha 7. Ce lancement marque un tournant dans l'univers des jeux de cartes. L'Alpha 7 comprend un tirage limité de seulement 295 cartes, chacune conçue avec soin pour capturer l'imagination des joueurs. Ces cartes, avec leurs illustrations vibrantes et leurs mécaniques novatrices, allaient bientôt devenir des objets de culte. L'Alpha 7 a connu un succès immédiat. Les joueurs étaient fascinés par cette nouvelle façon de jouer aux cartes, un mélange de stratégie et de créativité. Les boutiques de jeux ont rapidement épuisé leur stock et la demande a explosé, mais ça, on en reparle plus tard. C'est 2,6 millions de cartes qui sont imprimées en tout pour la première édition de Magic. Et à l'époque, les cartes rares, donc souvent les plus fortes, étaient sacrément rares, puisque chacune ont été imprimées uniquement à 1100 exemplaires. Mais Magic ne se contentait pas de séduire les joueurs, il faisait aussi la une des médias. Des magazines spécialisés aux grandes publications, le phénomène Magic commençait à attirer l'attention du grand public. Le jeu attirait une large audience, des geeks aux collectionneurs et même des joueurs occasionnels. Avec l'engouement croissant, des tournois amateurs ont commencé à se former, créant un environnement compétitif qui incitait les joueurs à affiner leur stratégie et à construire des decks uniques. Magic s'est donc installé dans le cœur des communautés de joueurs à travers le monde. Les magasins de cartes sont devenus des lieux de rencontre essentiels pour le jeu. Ils offraient un espace où les joueurs pouvaient se rassembler pour participer à des tournois locaux, s'affronter dans des parties épiques et faire connaissance avec d'autres passionnés. La culture du jeu s'est installée et les échanges de cartes sont devenus une pratique courante. Et je vous rappelle qu'on est encore en 1993, Les jeux vidéo, ça ressemblait encore à ça à l'époque. Et Berserk en était encore à son chapitre 15, c'est dire. L'essor de Magic a donné lieu à un phénomène que peu de gens auraient pu prévoir, si ce n'est Atkinson lui-même, la création d'un marché semblable à la bourse. Si aujourd'hui des milliers, voire des millions de personnes spéculent quotidiennement sur des produits culturels comme des cartes à jouer, ce n'était pas du tout courant à l'époque. Au sein des premières éditions de Magic, certaines cartes se distinguaient par leur puissance et leur rareté, comme le Black Lotus, l'Ancestral Recall et le Mox Sapphire. Ces cartes, en plus d'être rares, possédaient des capacités qui donnaient aux joueurs un avantage décisif lors des parties. Bon, le pay to win, ça date pas d'hier. Elles ont rapidement suscité l'intérêt des collectionneurs et leur valeur n'a cessé de croître au fil des ans. Un marché secondaire s'était mis en place. Les boutiques ont rapidement compris l'intérêt de ce marché et ont commencé à organiser des séances de vente et d'échange. Certaines cartes devenaient des objets de collection, au même titre qu'une voiture ou qu'un tableau. Et qu'on ne vienne pas me dire que j'abuse de comparer les cartes à des tableaux ou des voitures. Ça, c'est le tableau Virgin in the Prayer de l'artiste italien Giovanni Battista Salvi de Sassoferrato, sacré patronyme, qui date de 1640-1650 environ. En 2023, il a été vendu pour 2,2 millions de dollars. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce tableau ? La même année, la carte Black Lotus de la première édition de Magic, elle s'est vendue pour 3 millions de dollars. Et ouais, Dracofeu c'est un petit joueur comparé à cette carte. Certains me diront que ce n'est rien comparé à des Van Gogh ou des Picasso. Et c'est vrai, mais il faut garder en tête que contrairement au marché des cartes, les tableaux, eux, sont uniques. En plus de ça, le marché est encore jeune pour les cartes à jouer. Qui sait à combien se vendront les cartes de la première édition dans 50, 100, voire 200 ans. Les premières éditions se sont vendues à une vitesse record, et comme évoqué précédemment, les stocks ont été épuisés presque instantanément. Wizard a dû trouver des solutions pour augmenter la production, tout en maintenant la qualité des cartes. Mais avec cette croissance rapide sont venus des défis inattendus. Gérer les ruptures de stock, contrôler la qualité d'impression, et s'adapter à des délais de production serrés.
Il faut comprendre qu'au lancement de Magic, Wizard était encore une petite entreprise. Une entreprise qui a dû grandir vite, à coup d'embauche de personnel, d'agrandissement de locaux et d'augmentation de la vitesse de production. En parallèle, Magic a commencé à attirer des joueurs compétitifs, qui voulaient tester leur talent dans des tournois. C'est ainsi qu'un an seulement après la sortie du premier set, c'est à la Gen Con 94 que s'organisa le premier tournoi majeur de Magic. Le gagnant s'appelle Zach Dolan, et pour avoir remporté un tournoi durant 3 jours face à 512 autres participants, il obtena des boosters d'expansion, un deck Magic et un t-shirt. Et ouais, le cash prize n'était pas bien élevé, mais c'était une première. Une première lorsqu'avant Magic, les cartes à collectionner n'étaient encore que des cartes Panini ou des cartes de baseball. Number 25! That's the one I need! So keep laughing with Snoopy! Le tournoi se répéta l'année suivante, jusqu'à ce que Scaf Elias, brand manager, suggéra d'organiser une série de tournois internationaux, où les meilleurs joueurs du monde pourraient s'affronter pour des prix plus importants. C'était la création du tout premier circuit professionnel de TCG au monde, tous jeux confondus, le Magic Pro Tour. Ce Pro Tour a permis de renforcer la réputation de Magic en tant que jeu de cartes compétitif. Désormais, ce n'était plus seulement un jeu pour se divertir, mais une compétition de haut niveau, où des joueurs venus des 4 coins du monde pouvaient se rencontrer et se mesurer. Et surtout gagner un cash prize par pool d'environ 150 000 $, ce qui fait environ 265 000 $ de nos jours, dont 30 000 $ pour le grand gagnant. De nos jours, le cash pool est à $1 million avec 100 000 $ pour la personne qui gagne la compétition. Et la compétition en 2023 a été vue par plus de 30 000 personnes. Avec cette organisation plus structurée, Wizard a continué à se développer. La popularité croissante de Magic a permis à l'entreprise d'étendre ses opérations, d'augmenter sa production et même de diversifier les éditions et les formats de jeu. Avec notamment l'apparition du format Commander, qui rapproche déjà un peu plus Magic d'un jeu de rôle. Non mais sérieux, avec l'édition Baldur's Gate, il y a carrément des aventures que peuvent vivre tes cartes et tu peux explorer des donjons, vraiment. Come on, guys! Eric, follow them! Grâce à ses efforts, Magic a réussi à transformer ses premiers défis en opportunités. Ce jeu de cartes qui au départ n'était que le rêve d'un créateur passionné est devenu une véritable institution dans le monde du jeu. On note en 1999 le rachat de Wizard of the Coast par Hasbro, ce qui accentue encore l'hégémonie de Magic sur le monde du jeu de cartes. Hasbro Gaming, à toi de jouer! Enfin, il n'y a malheureusement pas de rapport concernant les chiffres de vente de Magic en 1993, et Wizard of the Coast n'était pas coté en bourse à l'époque. On ne pourra donc pas analyser d'éventuelles évolutions de la cotation de l'entreprise dans cette période. Néanmoins, le rapport financier d'Hasbro en 1999 nous donne quelques chiffres. Et oui, c'est vraiment la page de couverture du rapport avec la capture d'écran de Word là. Bref, on apprend qu'en 1999, Magic est joué par déjà plus de 6 millions de joueurs à travers le monde. Tout était écrit, tout était en place. Magic pouvait enfin devenir le jeu légendaire que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, près de 3 décennies après sa création, Magic a dépassé toutes les attentes. C'est un phénomène culturel qui unit des millions de joueurs à travers le monde. Le jeu est d'ailleurs toujours en pleine croissance, puisque s'il rapportait encore 350 millions de $ en 2016, c'est 1,085 milliards de dollars qui rentrent directement dans la poche d'Hasbro en 2023. Cela représente plus de la moitié des revenus de l'entreprise, loin devant Donjons et Dragons, et ça malgré la sortie de Baldur's Gate 3 ou encore les jeux de société. Le jeu grandit d'année en année. Avant cloîtré à son propre multivers, Magic intègre désormais d'autres licences fortes comme Fallout, Street Fighter, Arcane et même bientôt Final Fantasy. Le fait de pouvoir jouer avec autant de licences différentes, c'est personnellement ce qui m'a attiré dans Magic. Je n'avais jamais vraiment joué à des jeux de cartes, à part quand j'étais petit, mais le fait de pouvoir jouer avec les persos de Baldur's Gate, personnellement, ça m'a vraiment intrigué. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs militer pour avoir un crossover Pokémon Magic, ce serait beaucoup trop incroyable. Ce qui a commencé avec Richard Garfield et un groupe de passionnés est devenu bien plus qu'un jeu. Magic a uni des générations, traverser les frontières et créer une communauté mondiale, animée par une passion commune pour l'aventure, la stratégie et l'imagination. Et force est de constater que Magic réussit continuellement à se renouveler, et je vous invite fortement à essayer le jeu. Les decks d'initiation sont à 9 € la paire sur Amazon et c'est franchement fun.
D'ailleurs, racontez-moi vos anecdotes concernant le jeu en commentaire. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, la chaîne débute et ça m'aiderait grandement. Activez la cloche pour manquer aucune vidéo. C'était Miss Ménide, on se retrouve bientôt.